Composition. J'arrivais un peu en retard au vernissage. Nathalie m'attendait près du buffet, une coupe à la main. L'artiste, un Anglais répondant au doux pseudo de Bulldog, était son ami depuis 20 ans. Tous les 2 ans environ, il faisait une exposition dans la capitale. Artiste qualifié de contemporain, mot fourre-tout qui ne voulait rien dire puisque les artistes vivants étaient forcément contemporains. Je sortais de 2 séances d'enregistrement particulièrement pénibles et j'avais besoin de me détendre. J'avais cédé à l'invitation de Nathalie et je sentais bien que je faisais une connerie. Véro, Bernard, Slim et David n'avaient pu se rendre disponibles. Quant à Ariane, elle était en déplacement à l'étranger. L'art ne m'intéressait plus vraiment car je n'y comprenais plus grand-chose. Il ne m'arrivait que très rarement de ressentir une émotion quelconque devant les œuvres dites contemporaines. J'avais même lu que certains penseurs le rejetaient non comme un art dégénéré, ce qui pouvait faire penser à la polémique de la période moderne, mais plutôt comme un non-art. Cela m'avait rassuré dans ma solitude intellectuelle, car la tentation était grande de comparer les époques et de recommencer la querelle façon ancien contre moderne. Je pensais simplement qu'on ne pouvait révolutionner sans cesse l'art et qu'aujourd'hui se poursuivait une révolution qui devenait plus une déconstruction. Le monde de l'art dans la société occidentale évoluait vers une course au concept et à l'argent. Le marché de l'art était devenu un business planétaire. Foire d'art contemporain en veux-tu, en voilà. Prix stratosphérique des œuvres, artistes mégalomanes et sans talent. Artistes institutionnels soutenus par l'argent de l'État et les collectivités locales. Esbrouf pour nouveaux riches russes ou chinois, concepts fumeux et performances douteuses. Suprême gageur, on farcissait tous les ronds-points de ce pays de pseudo-œuvres, souvent très vilaines, et payées à prix d'or par les collectivités locales à des artistes très contestables. Bref, l'art dit contemporain tournait malheureusement la plupart du temps à la fumisterie et au malentendu. Pour moi, l'art était de nature spirituelle. Je pensais qu'on finirait par tuer l'art à coups de dollars, comme on avait assassiné la chanson ou le cinéma. Nathalie me présenta l'artiste, un grand type tout dégingandé, planté dans une combinaison blanche revisitée façon punk, tatoué jusqu'au cou et portant un chapeau melon, vissé sur une méchante décoloration orange. Il s'était affublé d'une canne avec laquelle il nous désignait les œuvres pour les commenter. Son look était un clin d'œil au film Orange Mécanique de Kubrick. Mon anglais approximatif ne fit pas de merveille, mais Nathalie m'épaulait très bien. Pour ne rien arranger, le bonhomme baragouinait avec un fucking accent des faubourgs londoniens. Je m'excusais volontairement de mon inculture en peinture et dans les arts plastiques. Un bon alibi afin de ne pas me sentir obligé de lui faire des compliments ou des commentaires élogieux. Je me contentais de balancer des interesting, really interesting. Je m'excusais encore platement de ne pas connaître son œuvre. Mon job me prenait trop de temps pour m'intéresser au monde pléthorique de l'art actuel. Il est vrai qu'il surgissait des artistes de partout sur une planète globalisée. Il finit par s'excuser de nous quitter aussi vite et par retourner voir ses autres invités. L'exposition se constituait d'un mélange de tableaux et d'installations. L'ensemble s'intitulait Lust for Life. Un baratin voulu comme une explication de son travail était affiché à l'entrée de l'exposition. Je n'y comprenais pas grand-chose et surtout, je ne voyais pas le rapport avec le titre. Sans doute Bulldog voulait rester absconce. Toutes les explications devenaient possibles et imaginables. Nathalie me fit part de toute l'admiration qu'elle nourrissait pour son œuvre. Elle avait même acquis un autoportrait de l'artiste dont elle me montra la photo sur son portable. Je fis ce que je pus pour partager son enthousiasme. Je repris au passage une coupe de champagne pour tout à fait me détendre. Bulldog était bien coté et reconnu dans son monde. Je pensais fugacement que la notoriété d'un artiste tenait autant à sa personnalité et à son entrisme dans le milieu qu'à ses propres œuvres. À cette époque, toutes les grandes expositions qui attiraient un large public étaient bâties autour d'un grand nom disparu. Aucun risque financier ou artistique n'était pris. Le consensus général régnait et le peuple suivait aveuglément les penseurs officiels de l'art, qui étaient devenus les commissaires d'exposition et leurs sponsors. Le nom en grand sur l'affiche faisait rêver les foules à l'égal des rockstars. De grands capitaines d'industrie avaient eux aussi décidé d'exposer leur propre collection personnelle moyennant une entrée de l'exposition à un tarif élevé. À cette époque, on aimait fabriquer des mythes et les transformer en machines à fric.
On façonnait l'imaginaire collectif afin de vendre du rêve sans remettre en cause les vérités énoncées sur l'œuvre et la vie de l'artiste. Le business de l'art prospérait loin du point de vue de quelques experts plus sérieux qui s'exprimaient sous forme d'essais, de joutes littéraires ou oratoires. Peu importait le classement des grands hommes était une affaire entendue depuis longtemps. Ah, l'histoire officielle, toujours assez éloignée de la vérité dans tous les domaines. Le panthéon des grands artistes avait été érigé pour les siècles et les siècles, les noms gravés dans le marbre de statues indétrônables. Les contre-vérités qui jalonnaient leur biographie étaient passées à la trappe. Les autres, les incompris, les oubliés, les irréductibles erraient et végétaient dans le labyrinthe du temps, comme des âmes perdues pour l'histoire. Les lauriers ne changeaient plus de tête dans les manuels d'histoire de l'art et d'histoire tout court. D'une manière générale, il ne fallait pas remettre en cause les grands mythes qui avaient fondé notre civilisation, sous peine qu'elle ne s'écroulât. La déréliction guette toutes les sociétés qui remettent en cause leurs mythes et leur histoire. En ce temps-là, les grands phares n'éclairaient plus, mais les gardiens restaient en place afin de sauvegarder une civilisation aux abois, qui avait une peur panique de l'ombre et de perdre ses repères. L'art était un bon indicateur du déclin. Chacun pouvait alors s'en apercevoir sans vraiment l'accepter. Un tableau, qu'il soit abstrait ou figuratif, se compose comme un plan de cinéma ou une photographie d'art avec des lignes de force qui le font tenir debout. Bulldog semblait l'avoir oublié dans ses compositions. Ses œuvres n'étaient pas franchement mauvaises, inspirées. Sans être maîtrisées, elles ne tenaient pas leurs promesses. Elles ne dégageaient aucune force vitale. Pour une soif de vivre, cela commençait mal. Je pensais au contraire qu'il voulait exprimer un mal existentiel facilement discernable dans ses œuvres. L'art n'est pas fait pour évacuer ses états d'âme. L'art est un langage universel. Il n'y a point besoin d'être un artiste officiellement proclamé pour toucher à l'universel. Des milliers de facteurs cheval qui existaient en ce pays produisaient chacun leur œuvre originale et d'une qualité bien supérieure à bien des branleurs de pinceaux sortant des beaux-arts. Nathalie se rapprochait ostensiblement de moi. Je sentis que la vraie œuvre d'art c'était elle, fragile argile, imaginée, et façonnée directement par le divin créateur dans son infini atelier galactique. Je pensais qu'une création directe de cet exemplaire unique de femme contemporaine était plus glamour que d'imaginer une lointaine descendante de la vilaine Lucie ou d'un autre hominidé plus vieux et plus poilu encore. Une fois la visite de l'exposition terminée et son invité salué, Nathalie me proposa d'aller prolonger notre discussion dans un bistrot du hasard non loin. J'acceptais sans vraiment réfléchir, en me laissant guider uniquement par mon cerveau reptilien. Le Nemrod fit très bien l'affaire avec ses banquettes de cuir rouge. La Genèse dit, tel que Nemrod, un puissant ravisseur devant l'Éternel. On continua notre discussion sur l'art en buvant sans soif un vin blanc, sans corps et sans âme, qui nous servait allègrement la plupart des bistrotiers de cette ville, incapables de servir du vin de qualité au pays du vin roi. On se rapprochait ostensiblement l'un de l'autre. La conversation nous échauffait à mesure que les verres s'enchaînaient sur la table ronde du bistrot. Comme souvent, dans ces joutes oratoires avinées, la cohérence du discours se perdait subtilement dans les limbes et s'envolait avec la part des anges. Mais peu importait que nous fussions d'accord ou pas, car nous étions tellement bien tous les deux. Le temps semblait enfin avoir suspendu son cours impétueux. Les yeux bleus de Nathalie brillaient autant que son feu intérieur. J'avais déjà remarqué sa grande beauté au cours de notre dîner entre amis. Elle me subjuguait autant qu'elle m'intimidait. Au-delà de son regard profond et doux, et de ses courbes généreuses, sa coiffure était comme une magnifique parure de désinvolture qui finissait de vous achever. Elle possédait cette innocence et cette pureté qu'ont les belles âmes. Même un cœur de pierre enfermé dans une vertu d'anachorète n'aurait pu résister à ce charme ravageur et à cette beauté à dynamiter tous les canons. Elle était très dangereuse, et je le savais depuis le premier regard échangé dans la maison de Véro et Bernard. La tentatrice avait pénétré mon cœur depuis longtemps, alors que ma raison et ma conscience travaillaient de concert à endiguer le flux du bien-être qui envahissait mon ventre, siège de toutes les émotions. Trop tard, j'étais déjà chaviré, renversé, les quatre fers en l'air comme un toutou sur le dos qui se laissait caresser la peau du ventre, la langue baveuse et pendante. Nathalie occupait tous mes sens et mon espace de cerveau disponible lui était entièrement dévolu. Pourtant le spectre d'Ariane avec un air réprobateur venait sporadiquement visiter mon esprit. Nous vivions en couple depuis 2 ans. La routine s'était installée sournoisement et le travail de chacun occupait une large place.
Mon téléphone portable sonna, je ne répondis pas. Il était déjà 21 heures. J'avais l'habitude de rentrer tard des studios. Du fait de l'absence d'Ariane, j'étais encore moins contraint que d'habitude par les horaires. Je devais m'avouer que malgré l'amour que je lui portais et le bien-être qu'elle pouvait m'apporter, cette fenêtre de liberté retrouvée me convenait bien. Ariane avait la même appréciation que moi sur les espaces de respiration personnelle à se donner dans une vie de couple. On s'était juré de ne pas trahir la confiance acquise l'un envers l'autre en restant transparent et en se disant toujours la vérité. Il était bien évident que ce soir, j'avais déjà commencé à déchirer le contrat. Je ne pouvais pas lui dire que je voyais Nathalie en tête-à-tête. De son côté, Nathalie ne répondait pas non plus aux SMS de Slim. Le jeu de la séduction ne s'offrait aucune intrusion de personnes extérieures. Même le serveur qui rappliquait avec ses 2 verres pleins nous semblait de trop. Nathalie et moi évoluions à ce moment dans une bulle éthérée à ne percer sous aucun prétexte. Après quelques verres, nous sortîmes du café un peu chancelants. Nous prîmes la direction des quais, nerveusement. J'allumais cigarette sur cigarette pendant notre balade sur les berges piétonnes, en contrebas des quais. Nous continuions nos débats en marchant, puis s'arrêtant alternativement au gré de nos palabres. Par moments, nous nous effleurions timidement les mains. Je montais furieusement en tension. Mon cœur battait si fort que je le sentais cogner mes tempes. Je devais aller jusqu'au bout de mon désir et envoyer valdinguer les pensées contradictoires qui inondaient ma tête. Arrivés à la confluence des 2 bras du fleuve qui entourait l'île, nous fîmes une halte. Le face-à-face s'imposa à nous, puis le silence se fit. Le temps s'arrêta. Nos regards s'enfoncèrent l'un dans l'autre. Dans un vertige, je me rapprochai d'elle, en enserrant sa tête dans mes mains, qui formèrent une tenaille dans ses cheveux d'or, et nos bouches se frôlèrent dangereusement, un instant, puis langoureusement je posai un baiser sur ses lèvres rouges orangées. C'était à tomber de bonheur. Après ce baiser, ses yeux mouillés exprimèrent de la surprise, puis se changèrent en un havre de douceur. Elle me serra si fort dans ses bras que je crus étouffer. Le temps s'arrêta de nouveau. Elle me susurra à l'oreille. « Oh oui, Marc, je crois bien que... » Puis elle fondit en larmes d'émotion trop retenue. Je restai un long moment interloqué. « Je sais, Nathalie, mais il ne faut pas. » La nuit tombait sur le fleuve. Nous ne cessions plus de nous embrasser très tendrement. Main dans la main, nous parcourûmes ensuite quelques centaines de mètres jusqu'à l'escalier qui nous ramenait sur le pont de la petite île. Je n'avais jamais autant plané de ma vie, même sous l'emprise de psychotropes. Sur le pont, Nathalie me dit qu'elle devait rentrer. Je voulus la raccompagner afin de prolonger ce moment magique. Elle me dit que Slim l'attendait. Je revins enfin à la réalité et je me rendis à l'évidence. Nous nous embrassâmes longuement et tendrement, puis elle s'éloigna sur le pont vers l'autre rive. Je savourais longuement cette ellipse de bonheur dans mon univers de travail harassant. Je volais bien plus que je ne marchais en rentrant par tous les chemins détournés, rallongeant encore et encore le cours de mon immense bonheur, avant de rentrer chez moi, m'écrouler dans le grand lit vide et m'enfoncer dans le plus merveilleux des rêves avec elle.